plus beaucoup d'écrivains engagés aujourd'hui. D'ailleurs, il le disait lui-même dans le même entretien que je cite. Il disait que l'écrivain n'avait pas du tout à être engagé pour être engagé, que d'être intellectuel, l'écrivain et d'être un homme engagé, c'était deux choses différentes, et qu'il n'était pas du tout demandé d'emblée par une force ou une voix intérieure à un écrivain quelconque d'être engagé. Et il disait que c'était une chance particulière, mais que et Romain Gary a eu cette chance et cet appel de multiplier son engagement et dans l'écriture et dans l'action arme à la main au moment de la guerre, et aussi pour Romain Gary dans l'ordre de la diplomatie. Dans des domaines aussi importants que l'engagement militaire, le rôle de la France dans le monde et l'écriture, il était très proche de Malraux, en même temps très éloigné. C'est vrai qu'il y a cette fameuse photo aux obsèques du général de Gaulle où on voit côte à côte Romain Gary et Malraux, et tous les deux écrivains ont la croix de la libération qui a été remise par de Gaulle. Certainement, Romain Gary, dans certains de ses livres, avait eu une vision qui pouvait ressembler à celle de Malraux, mais en même temps très différente, parce qu'il était litvak, il était d'origine juive, et il avait connu, au moins par l'histoire de sa famille et des siens, des périodes que Malraux n'avait jamais effectivement connues, avec la persécution qui lui ont été rapportées, en tout cas par sa mère. Donc il y avait une histoire antérieure extrêmement différente de celle de Malraux. Donc voilà, il y avait ces gens de plumes qui ont su quitter leurs plumes pour avoir un engagement et affronter le danger pour des valeurs qui dépassaient la littérature, et revenir à la littérature après coup. Et c'est vrai que dans une ville comme Vilnius, avec tous les heurts et malheurs que ce pays a traversé depuis un siècle, on s'aperçoit effectivement que à la fois la littérature peut être une arme, mais une arme qui ne suffit pas toujours, et qu'il faut parfois effectivement, qu'il a fallu parfois aux écrivains, qu'ils soient juifs ou non juifs ici, quitter la plume pour se servir d'autres armes contre d'autres adversaires. Mais enfin voilà, il y a quelque chose de particulier chez Malraux qui a été tout de même à peu près unique en son siècle. C'est vrai que ce caractère qui obligeait Malraux à s'engager depuis la guerre d'Espagne d'abord jusqu'à l'Indochine, avec son combat contre le colonialisme, a été tout de même un fait marquant de sa destinée propre et de son rapport aux autres. Pour lui, un écrivain était quelqu'un qui avait aussi une responsabilité pour l'humanité. Et c'est là peut-être où il rejoindrait Lévinas, et qu'un écrivain écrit pour lui, mais a cette responsabilité aussi vis-à-vis du monde. Et c'est vrai que toute l'œuvre et toute la pensée, la vie de ministre, la vie d'homme d'État de Malraux a toujours été mue par deux choses essentielles: par la responsabilité vis-à-vis de ce qu'il appelait, avec un certain pathos, le destin du monde, et la deuxième chose était le dialogue des cultures. Et c'est là un autre plan fondamental de son action, cette fois-ci plus d'homme de combat avec l'arme à la main, mais d'homme de pensée et de terrain. C'est qu'il a toujours pensé que la culture était un domaine fondamental de fraternité entre les civilisations, et que là où les États, pour des questions économiques, ne s'entendent pas, la culture devait être un moyen de fraternité entre les hommes. Et il a dit cette phrase qui est devenue fameuse à Athènes au moment de la première nuit de l'illumination de l'Acropole en 59, où il avait été appelé par le président de la République pour inaugurer à ses côtés cette première nuit d'illumination de l'Acropole. Il a dit: l'esprit ne connaît pas de nations mineures, il ne connaît que des nations fraternelles. Donc il y avait cette force de l'esprit, cette force de la culture, qui faisait qu'il n'y avait pas de nation ennemie ou mineure dans l'ordre de l'esprit, qu'il ne pouvait et qu'il ne devait y avoir que des nations fraternelles.